hello, my international people. Thank you for tuning in. Oh my God, this is Louise Uwacho. I am so happy. It's Thursday, January 24th, 2013, eh? I'm so confused, man. After the end of the world, I don't know which date. And it's 5 p.m. in Vancouver. And guess what? Oh my God, we're talking to someone in Paris. It's 2 a.m. in Paris right now. So thank you so much for showing up to our guest, who we're going to bring in a few seconds. So you understand why we're going to have the show in French. You know, you can't have someone at 2 a.m. in Paris and then ask them to speak in English. That's just like, starting war with people who love war. And since we love peace, we don't want to start a war with people who love war. Or as they call it, humanitarian intervention. Blah, blah, blah. All right, so the show will be in French. Thank you for tuning in, and we will see you next week when the show gets back in English to those of you who don't speak French. And thank you for tuning in, always. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous. Alors, ce soir, jeudi le 24 janvier 2013, on est 17h à Vancouver, il est 2h du matin à Paris, en France. Et aujourd'hui, nous parlons de l'excision ou la colonisation sexuelle de la femme kamite. Alors, nous, on est sur un autre front, là. Nous, on n'est pas sur le front des armes et de la guerre et tout, mais on est sur un autre front. Et on est en train de se libérer mentalement. Donc, aujourd'hui, on parle de l'excision ou la colonisation sexuelle de la femme kamite. Restez avec nous, ça va être... Wow! All right. Donc, bonsoir, cher frère. Bonsoir, Madame Ouachou. Merci d'être avec nous. Alors, nous sommes avec Amuna Gonimba. Oui. Merci d'être avec nous. On sait qu'il est vraiment trop tard chez vous. Mais c'est à cette heure-ci que le cerveau est très éveillé, j'imagine. Je tenais simplement à préciser que chez nous, nous sommes déjà au 25 janvier. Alors là, on est comme nos ancêtres, là, on n'est même plus limité dans le temps. Vous êtes le 25 janvier. Je suis le 24. Vous êtes à 2h du matin, je suis à 17h. On est illimité dans le temps, quoi. C'est le monde parallèle. Waouh! En tout cas, merci d'être avec nous et très bonne année à vous et à tous les autres. À vous aussi, à tous les auditeurs, oui. Oui. Alors, tout ça pour la femme kamite quand même. Vous êtes là, surtout par rapport à votre livre L'excision aux sources d'une longue tradition et coutume eurasiatique. Et puis donc, nous, aujourd'hui, on a décidé d'appeler ça de la colonisation sexuelle, l'excision. Donc, je vais vous demander si d'abord vous êtes d'accord avec le terme, avant qu'on commence même le sujet, quoi. Le titre, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, c'est tout à fait cela, et parce que on peut définir de façon générale la colonisation comme étant le fait d'imposer par la violence aux autres peuples ses us et coutumes, sa culture et sa vision du monde avec tout ce que cela implique. Donc, cela dans le but d'abuser des personnes colonisées, on va dire plutôt occupées. Donc, quand on parle de colonisation sexuelle, on va dire que c'est le fait d'imposer aux autres leurs mœurs sexuelles, en fait. Les pratiques sexuelles, et cela passe par la soumission de la femme, que ce soit la femme ou l'homme, et il y a diverses autres pratiques qui font partie justement de ce concept de colonisation sexuelle. Donc, par exemple, l'homosexualité, on l'a vu tout récemment, l'Union européenne, notamment le Premier ministre anglais, qui menaçait des pays africains de couper, entre guillemets, le robinet financier s'ils n'adoptaient pas l'homosexualité comme pratique sexuelle.
Donc, on voit bien que c'est effectivement une colonisation, même à Oui, ce bon. niveau-là. Ils n'ont qu'à couper leur robinet. Ils n'ont même pas de robinet. Comment ils peuvent couper le robinet? Ils n'ont même pas de robinet. Vraiment, hein? Et puis bon, hein? Ah, bon, les Africains colonisés n'ont qu'à accepter alors. Euh, Et donc, pour ce qui est de l'excision, quand est-ce que vous, un homme, vous êtes venu à ce sujet? Bon, déjà, il faut préciser que je fais partie d'un groupe de travail qui est Pérou Nkemet, Mhm. qui est un centre qui travaille pour le devenir, concevoir le devenir de notre continent, et qui est également un observatoire des armes de domination mondiale. Donc, nous nous occupons ensuite de la question de la renaissance africaine, de l'unité africaine, etc., etc. Et c'est dans le cadre de ce centre, nous avons un objectif. Le premier qui est celui de réhabiliter la femme kamite dans tous ses droits ancestraux avant la christianisation, l'islamisation et la colonisation justement. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé, entre autres sujets concernant la femme, de traiter du cas de l'excision. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'excision et les mutilations génitales féminines en général occasionnent énormément de morts tous les ans, au même titre que les guerres que l'on rencontre sur notre continent actuellement. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons... c'est une autre façon de tuer les femmes? Effectivement, c'est une autre façon de tuer les femmes, comme le viol, on le voit justement pendant les guerres. Les femmes, le viol, c'est une technique pour anéantir la femme. Et on va comprendre pourquoi au fil de l'interview. Ok. Donc, vous, est-ce que vous venez d'un pays qui pratique l'excision? Vous venez de quel pays? Je suis du Congo. Mhm. Et on ne pratique pas l'excision justement au Congo. Mais quand on parle de Congo, là encore, il faut rappeler que c'est un découpage qui a été fait par le colon, par l'occupant. Mhm. Donc ce n'est pas une réalité kamite, ce n'est pas une réalité africaine. On peut dire, on peut le dire, ce n'est pas une réalité africaine. Mhm. Donc on se réclame aujourd'hui des États, des pseudo-États, il faut le préciser, qui ont été imposés de l'extérieur et qui ne reflètent pas la réalité culturelle et historique de l'Afrique. Donc c'est pourquoi je préfère m'appeler kamite et je suis panafricain. C'est le terme employé pour désigner celui qui s'intéresse aux problèmes de l'Afrique. Ok. Donc, quel peuple pratique alors présentement l'excision? Et puis, alors, c'est de là que vous allez nous expliquer comment est-ce que c'est arrivé, comment ça leur est arrivé. Mais en fait, les peuples quand on regarde un petit peu la carte des populations qui pratiquent les mutilations génitales féminines en général, il s'agit, notamment en Afrique, il s'agit plus des populations qui ont été islamisées. Donc ce sont les populations qui ont subi l'influence de l'islam, l'influence des Arabes avec leurs coutumes. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé justement par on a parlé tout à l'heure de colonisation sexuelle, c'est arrivé justement par la colonisation. Parce qu'il ne faut pas oublier, historiquement parlant, que l'Afrique a été colonisée depuis au moins le règne des pharaons. Ça a commencé par la pénétration des Eurasiatiques, notamment les Grecs, les Romains, les Perses, etc. Et après, les Arabes sont arrivés aussi. Et il faut savoir que on parle plus d'Eurasiatique pour désigner cette communauté-là, comme on parle de la communauté africaine. Donc c'est un seul et même peuple, qu'il soit européen, juif, arabe, etc., etc. Oui, donc, tous ceux qui ne sont pas kamites. Voilà, c'est ça. Donc c'est durant justement la colonisation du continent kamite que ces populations-là, que ces Eurasiatiques ont commencé à apporter leurs us et coutumes en Afrique. Et c'est pourquoi, quand on cherche les traces de l'excision, parce que très souvent on dit que l'excision, ça remonte à l'Égypte antique, etc., etc., mais tout ça c'est un mensonge. Quand on parle d'Égypte, il faut savoir que c'est la période où les Grecs, les Romains et autres ont envahi l'Égypte. C'est pourquoi il y a des auteurs qui disent clairement que la première mention de l'excision remonte du temps des Ptolémées.
Ça, c'est Françoise Couchard qui le dit, c'est un auteur que je cite dans l'ouvrage et qui démontre parfaitement que les premières traces de l'excision, en fait, ça remonte à l'occupation, à l'invasion des Eurasiatiques, donc des Ptolémées, qui étaient des Grecs et des Romains. Donc c'est ce qui explique que comme la première vague de colonisation de l'Afrique a commencé par le nord, c'est ce qui explique que pourquoi c'est plus les populations du nord et de l'est et l'ouest africains qui sont atteintes par ces coutumes-là. Oui. Est-ce qu'il y a une raison valable pourquoi ces gens-là sont si anti-femmes? Alors ça remonte déjà, il faut étudier, on aura l'occasion d'en parler lors d'une prochaine émission. Là, il faut étudier leur mode de production. Et dans leur mode de production, ça veut dire quoi? Le mode de production, c'est en fait leur façon de voir le monde, leur culture, leur pensée. Donc, quand on voit dès le départ dans leur pensée, ils ont un mode de production esclavagiste, despotique et impérialiste. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent, eux, l'homme est un loup pour l'homme, la domination de l'homme par l'homme. Et donc, dans leur mode de production, la femme est considérée comme un animal, ou pire, un bien meuble, au même titre que l'esclave et l'enfant. Et ils ont une aversion, une haine, il faut le dire, ils ont une haine affirmée de la femme. Et donc, l'excision va être parmi tant d'autres moyens. Donc, l'excision va être un moyen pour soumettre de plus belle la femme, pour l'écarter de la sphère sociale. Oui, j'ai vu... Qu'elle n'ait pas le droit de vote, qu'elle n'ait pas le droit politique, etc. J'ai lu là quelques citations que vous avez mises dans votre livre par rapport à la femme, ce qu'ils pensent par rapport à la femme, et puis le commentaire de la femme Camille par rapport à ça. Effectivement. Et donc, c'est vraiment hallucinant cette haine pour la femme. Effectivement, on peut le dire, ils ont vraiment une haine envers la femme. Et c'est Aristote, par exemple, qui situe la femme à la limite de la cité et de la sauvagerie, de l'humain et de la brute. Donc on voit bien que chez eux, la femme ne compte pas. Et ils ont, par exemple, si on revient sur le cas de l'homosexualité, il y a Platon qui dit carrément que ils préfèrent être homosexuels plutôt que de copuler avec une femme. Parce que la femme chez eux n'est là que pour se reproduire, pour pérenniser l'espèce humaine. Ni c'était cette fonction-là, il n'aurait pas été avec des femmes. Je pense qu'il aurait eu des relations sexuelles avec la femme, par exemple, ça rend idiot. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ah oui, hein? C'est ça, enfin, d'après eux. Donc, c'est là que naîtra toute une philosophie, on verra, il y a toute une philosophie dans l'ouvrage, j'apporte énormément d'arguments, de citations, qui démontrent justement cette haine-là envers la femme, et c'est à partir de là que naîtront des pratiques telles que l'excision. Ou pire encore, on a par exemple ce que l'on appelle la ceinture de sa chasteté. C'est-à-dire que quand l'homme allait à la guerre, par exemple, chez eux, elle installait une sorte de ceinture, c'est en fait un caleçon en métal, on va dire ça comme ça, avec un cadenas. Donc il partait à la guerre avec la clé. Et ce qui fait que la femme, elle ne pouvait pas avoir de rapport sexuel, elle ne pouvait rien faire en fait de son organe, sans que l'homme ne soit reculé de la guerre. Alors que chez nous, c'est le contraire. Quand l'homme part à la guerre, il faut qu'il y ait un homme qui s'occupe de sa femme pour s'assurer qu'elle... Et c'est reconnu, quoi. C'était reconnu avant que les chrétiens n'interfèrent. C'est effectivement. Donc, on a vraiment deux mondes différents. Nous sommes singuliers, comme on dit. Alors là, ces gens-là arrivent en terre africaine, terre kamite, et puis qu'est-ce qu'ils voient, la position de la femme kamite, qu'est-ce qui les agace, c'est quoi son rôle à son temps-là et qui fait qu'ils deviennent aussi sauvages envers la femme kamite? Mais en fait, il faut déjà dire que chez eux-mêmes déjà, avant qu'ils n'arrivent chez nous, donc comme on l'a vu chez eux, ils avaient une aversion de la femme. C'était le patriarcat pur et dur. La femme ne comptait pas du tout. Alors quand ils viendront coloniser en fait d'autres pays, occuper d'autres pays, ils vont appliquer les mêmes principes qu'ils appliquaient déjà chez eux-mêmes.
Et pire encore, ils vont être confrontés à un problème quand ils viendront en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est la femme qui détenait le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir familial, social, etc., etc. La femme, à tous les niveaux, c'est elle qui détenait le pouvoir. C'est le matriarcat chez nous. Et Ah, donc, quand je ils vont être viens. confrontés, voilà, c'est ça. Donc, quand ils vont être confrontés à cela, Oui. leur premier but sera d'abord d'éliminer la femme, Mhm. puisque c'est elle qui avait les clés de la société. Mhm. En fait, Donc, la femme, Camille, c'est leur plus grand cauchemar, vu que leur effectivement, cauchemar était déjà la femme, parce que la femme, elle est bête. Et puis là, effectivement. tout d'un coup, ils se retrouvent face à face avec la femme qui est la femme qui est une reine. Effectivement, c'est ça. Donc, il y a une femme qui est reine, parce que chez nous, on a toujours eu des femmes au pouvoir, chef d'État, et même Premier ministre, même sous les pharaons. Le premier pharaon connu, Naré Mari, son Premier ministre, c'était une femme. Donc, chez nous, ça, c'est pas... voilà, c'était monnaie courante. Alors, quand ils vont venir chez nous, ils vont se rendre compte, notamment quand, durant les guerres puniques, quand les Romains viendront coloniser l'Afrique, ben, ils vont être confrontés au pouvoir de la femme. Elle allait à la guerre chez nous, la femme, elle allait à la guerre, elle était au front. Et donc leur premier but sera d'anéantir ce pouvoir-là pour mieux gérer la société. Et c'est pourquoi ils vont instaurer, une fois qu'ils vont s'accaparer l'État chez nous, ils vont instaurer des pratiques patriarcales. C'est-à-dire des pratiques qui soumettent la condition de la femme, qui rabaissent la condition de la femme à celle de bien meuble, de reproductrice. Et c'est à partir de là qu'aujourd'hui on va retrouver l'état que l'on trouve actuellement en Afrique, où la femme est cantonnée à la cuisine, où la femme est là pour faire des enfants au mari, etc. Donc ça, ce sont des lois qui vont être instaurées depuis très longtemps et que l'on retrouve sous la colonisation, où par exemple, quand la femme, quand il y a un mariage par exemple, la femme va porter le nom, va perdre son nom de jeune fille, comme ils disent, pour prendre celui de son mari. Donc il y a eu des lois comme ça qui ont été instituées, mais pour rabaisser la condition sociale de la femme chez nous. Je vois. Donc, alors, l'excision, comment ils en sont arrivés à l'excision? Comment ils ont même pu y penser et comment ça a commencé? Mais chez eux, déjà, ils le pratiquaient. Ah. Chez eux, déjà, ils le pratiquaient et ça faisait partie de l'un des moyens à partir desquels ils parvenaient à soumettre leurs femmes. Donc, bon, alors, l'excision, qu'est-ce que ça fait, l'excision, au juste? En fait, l'excision, pour le décrire crûment, il y a plusieurs formes de... On parle plus de mutilation génitale féminine et ça consiste à plusieurs choses. Le plus courant, c'est de couper le clitoris de la femme pour l'empêcher d'avoir le plaisir. Donc, on prend un bistouri, un couteau, ou j'ai lu quelque part aussi, certains peuples le faisaient de façon brutale avec les dents. Donc, la personne arrache votre clitoris avec ses dents. Ah non, c'est fusillade totale. Non, fusillade. Les gens sont avertis, quoi. Et l'autre forme la plus brutale, c'est ce que l'on appelle par exemple l'infibulation. L'infibulation, qu'est-ce qui se passe? On vous coupe le clitoris, on vous coupe les grandes et les petites lèvres de votre appareil génital et on coule tout. On ne laisse qu'un petit orifice avec une paille pour permettre l'écoulement, par exemple, de vos menstrues. Oh my God. Non. Donc, c'est en cela que consistent les mutilations génitales féminines. C'est vraiment avilir la femme, la rabaisser au rang on peut le dire d'animal, tout simplement. Oh, wow. Ah, non, mais ça, c'est trop pénible. Oh, j'arrive même plus à parler, en fait. Et là encore, ça va, parce que quand vous voyez les images, c'est plus brutal que cela. C'est plus brutal que cela. Donc, c'est à partir de là qu'ils vont, voilà. Donc, chez eux, déjà, ils avaient ces pratiques-là. Toutes les pratiques que l'on retrouve aujourd'hui en Afrique, ils le faisaient déjà chez eux. Et quand ils viendront coloniser l'Afrique, eh bien, ils vont reprendre la même méthodologie qu'ils faisaient déjà chez eux. Et c'est à partir de là que l'on va retrouver parmi les diverses techniques d'avilissement de la femme, on va retrouver justement l'excision. Et donc, c'est quoi le but de l'excision selon eux? Mais selon eux, en fait, c'est simple.
il faut soumettre la femme. Ça, c'est même dans la Bible, hein, quand la femme est tirée de la côte de l'homme, en tant que produit dérivé, ben, on va lui demander d'être soumise à son mari. Donc le but chez eux, le premier moyen, c'est de soumettre la femme. En lui enlevant, est-ce qu'en lui enlevant ce sexe, ça la soumet? On va dire d'une certaine manière, enfin, d'après eux, ça la soumet. Parce que ce n'est qu'un seul moyen, comme je dis. Et socialement parlant, ils vont créer tout un mécanisme, tout un arsenal de lois pour mieux la soumettre. Par exemple, chez les Arabes ou même chez les Grecs, on avait ce qu'on appelle les harems ou les gynécées. C'est-à-dire que c'est des endroits où on parquait, comme des prisons où on parquait les femmes. Ouais. Donc il y a diverses techniques pour soumettre socialement la femme. Et donc aujourd'hui, c'est comme les strip clubs là aujourd'hui, c'est ça. Effectivement. C'est ça. Donc l'excision, quand tu vas le faire, et puis en fait, il faut aussi également dire que l'homme eurasiatique, d'après la littérature qui existe, était quand même impressionné par la femme, notamment par ce que dégageait son organe sexuel. Donc, on peut lire, notamment quand on lit Freud, il y a pas mal de choses hallucinantes qu'il raconte au sujet du sexe de la femme. On dit que le sexe de la femme a des dents, c'est du serpent et c'est mauvais. Donc, il faut faire attention. Donc, ils ont créé toute une mythologie autour de l'organe sexuel de la femme qui le rend effrayant. On a même qui comparé les crêtes, les lèvres de l'organe sexuel de la femme aux crêtes d'un coq. Donc on voit bien que ils ont quelque chose contre le sexe de la femme et c'est à partir de là que l'excision va être un moyen de contrôle de la femme et de ses pulsions sexuelles. Donc c'est une forme de répression, notamment les femmes chez eux, les femmes qui la masturbation par exemple. On lit certains auteurs, certains scientifiques chez eux qui excisaient les femmes parce que les jeunes filles par exemple qui se masturbaient, si on te surprenait en train de te masturber, et ben on t'excisait. Ah ouais. Hein? Et ce qui se passe également aujourd'hui, on le voit quand on lit la littérature arabe, là, notamment actuellement en Égypte musulmane, et on voit que les savants musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'excision est bien pour la fille parce que ça permet de calmer ses pulsions sexuelles, parce qu'elle est trop chaude. Donc chez eux, ils veulent réduire ça. Et on voit bien que l'homme, il a comme peur d'être affronté, de ne pas satisfaire les pulsions de la femme, alors pour aller droit au but, il excise. Donc, leurs hommes, au lieu d'apprendre à satisfaire leurs femmes, préfèrent être brutales et plutôt éteindre leurs femmes. Effectivement, c'est ça. On peut le dire crûment comme ça. Malheureusement. Non, mais alors là, c'est vraiment de la lâcheté, hein. Non, bon, là, j'étais prête à aller en guerre contre eux, mais c'est même pas la peine, c'est que des lâches, en fait. Vraiment, hein. Au lieu d'apprendre des techniques pour maîtriser les choses, ils disent, ah non. Ah non, là, le feu, là, on va éteindre, quoi. Si se trouve, ils n'avaient pas les capacités pour cela. Donc là, ils sont très mal équipés quand ils arrivent sur le continent kémite. Et par rapport à l'homme kémite, ils sont très, très menacés. Donc, finalement, ils peuvent pas du tout maîtriser la femme kémite, en fait. Ah, ils peuvent pas du tout. Ils ne peuvent pas du tout. Ils auront beau faire, ils ne pourront jamais. Et même par rapport à l'homme, on voit qu'il y a toute une littérature par rapport à l'homme kémite, où on parle de son sexe surdimensionné, etc. Ils ont toute une mythologie autour du sexe qui montre clairement qu'ils ont peur du sexe et qu'ils n'arrivent pas à contrôler cet organe-là. Parce qu'ils disent de l'homme kémite qu'il a un énorme sexe. Et ils ont peur de laisser leur femme avec des hommes kémites sous prétexte qu'elles se détournent d'eux. Il y a même un auteur, Serge Billy, qui a fait un ouvrage dessus, la légende du sexe surdimensionnel de l'homme, du kémite en fait. Et où on voit justement que ces Européens-là, ils avaient un problème avec
ce sexe. Donc, tant au niveau de l'homme que de la femme, ils ont rédigé toute une littérature négative. Et est-ce que cela n'explique même pas la raison pour laquelle, par exemple, les Arabes et même les Européens castraient les esclaves qu'ils venaient chercher en Afrique? Attends, quand vous dites castrer là, castrer, ça c'est couper quelque chose ou ça c'est quoi? Ça c'est bien sûr, on coupait le tout, soit on enlevait les testicules ou la verge totalement. Et même la femme aussi, la castrait. Quand on lit la littérature, même au niveau de l'excision, la femme aussi était castrée. Et il y a certains qui allaient jusqu'à enlever les ovaires de la femme. Ça, il y a des citations dans l'ouvrage que je donne qui vont dans ce sens-là, où ils castraient réellement la femme. Donc, ils ne se contentaient pas de l'exciser, donc d'enlever les lèvres ou le clitoris, mais ils allaient également en profondeur en castrant la femme, donc en enlevant les ovaires, etc., etc. Et ça, c'est dans le but d'empêcher les gamites à se reproduire, j'imagine, ou avoir des relations sexuelles tout court, ou c'est en espérance qu'en éliminant l'adversaire, on va pouvoir récupérer sa femme. Est-ce qu'ils espèrent éliminer l'homme africain pour récupérer sa femme? Je sais pas, moi. C'est quoi le but? Oui, il y a aussi de cela, mais c'était surtout, vu que notamment les esclaves, quand ils les ramenaient chez eux, c'était pour éviter que ces esclaves-là n'aient de relations sexuelles avec leurs propres femmes. Vu qu'elles étaient attirées, elles avaient une attirance particulière, même aujourd'hui ça continue, où on voit qu'elles sont attirées par nous. Donc, l'homme, celui qui allait chercher ses esclaves, ben justement, il fallait qu'il castre son esclave pour éviter qu'il aille traîner dans sa cour, dans son harem. Oh mon Dieu, je vois le blanc qui kidnappe le noir, qui le prend en esclave et puis il les laisse dans sa maison. Après, lui, il doit partir au boulot, mais il laisse le gars à la maison avec sa femme. Il dit, oh mon Dieu, comment je vais laisser le gars là-bas avec ma femme? Mais alors, pourquoi ne pas adresser la question des mœurs de leurs femmes? Pourquoi est-ce que leurs femmes ne seraient pas... je vois pas pourquoi leurs femmes ne sont pas satisfaites en fait. Parce que si la femme est prête à partir, si la femme est prête à partir vraiment aussi facilement, ben je sais pas, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est si facilement. Je pense que c'est au niveau de, c'est l'être humain qui est comme ça, hein. C'est au niveau de la liberté. Au niveau de la liberté, parce que je crois que selon... je prends un exemple simple. Quand une femme se sent mal avec un homme, ben elle finit par... bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle finit par aller voir ailleurs. Et c'est pareil pour l'homme, hein, ça va dans les deux sens. Donc je crois qu'elle se sentait mal avec son homme qui déjà socialement l'opprimait. Et quand elle se retrouvait en face du kamite, il y a eu une certaine liberté, une certaine compréhension. Il ne faut pas oublier autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est que le kamite, lui, celui qui est né dans sa culture, dans sa tradition, il suivait des cours, que ce soit les hommes ou les femmes, il suivait des cours d'éducation sexuelle. Donc nous, on savait comment prendre en charge le couple, on savait comment prendre en charge les relations sexuelles, les plaisirs sexuels, etc. Et c'est ce qui crée en fait la cohésion même du couple chez nous. Donc ça, je crois qu'il faut insister dessus pour mettre l'accent, parce que des fois, bon, il y a des auteurs qui fantasment un petit peu sur le sexe, la capacité sexuelle des Africains, alors qu'ils ignorent qu'il y a tout un processus d'éducation sexuelle chez nous. Chez nous, c'est à l'école, on apprenait à faire l'amour. On apprenait à gérer son foyer. On apprenait à gérer la société. Donc tout cela, c'était codifié et bien savamment étudié. Donc au lieu d'avoir peur de la nature, les gens apprenaient à comment gérer la nature. Effectivement. C'est pourquoi, je cite même le cas dans le livre, le cas de ceux qu'on appelle vulgairement les pygmées, mais on les appelle des négas chez nous, où la femme, on dit que très souvent, il y a problème dans le couple quand l'un des membres du couple se sont délaissés. Donc le divorce est rare.
chez nous, les divorces étaient extrêmement rares. Pourquoi? Parce que justement, on était éduqués à gérer toute forme de tension, que ce soit dans le couple, dans la société, au niveau de l'État, etc., etc. Ça faisait partie de notre éducation. Ça s'apprenait à l'école. Donc oui. C'est quoi donc les pratiques que vous dites que les gens apprenaient pour gérer leur éducation qui sont contraires à l'excision vers lesquelles les populations doivent retourner? Alors, je vais donner juste un exemple, enfin quelques exemples simples. Aujourd'hui, on parle, il y a des auteurs qui ont fait des ouvrages dessus, notamment le cas au niveau de la région des Grands Lacs, on parle du ngukuna. Et en quoi consiste le ngukuna? Le ngukuna, en fait, c'est une pratique qui consiste à étirer les lèvres de la femme pour accroître son plaisir sexuel. Donc, à partir de là, on voit que l'homme et la femme étaient libérés, on va dire, entre guillemets, libérés sexuellement. Donc, personne n'était frustré. Donc, on avait ce genre de technique telle que le ngukuna ou le kunyanza, qui est une méthode pour déclencher chez la femme divers orgasmes et même favoriser des éjaculations féminines. Donc, on voit que chez nous, on avait de telles pratiques, un savoir-faire, en fait, c'est l'art de faire l'amour, on peut appeler ça le savoir-faire de l'amour, qui permettait tant à l'homme qu'à la femme d'être pleinement satisfait. Et cela, ça se passait durant des cérémonies d'initiation. Je parlais tout à l'heure d'éducation. Chez les Vili, par exemple, au Congo, cette cérémonie pour les femmes s'appelle le Tikumbi. Et le Tikumbi, c'est en fait cette cérémonie d'initiation où la jeune fille est préparée à diriger la société, donc son foyer, la société, l'État, etc., etc. Et c'est pendant ces cérémonies-là qu'on apprenait à l'homme et à la femme, justement, à faire l'amour, à gérer tout cela. Donc, pour ces raisons-là, on ne pouvait même pas penser à l'excision. Parce que celui qui excise le fait parce qu'il est frustré. Il a peur de ne pas satisfaire l'autre. Alors que chez nous, on apprenait justement à satisfaire l'autre, jusque même à déclencher des éjaculations féminines. Et ça donc de nos jours partout en Afrique. Oui, c'est une pratique aussi qui est courante au Rwanda et qui se fait en privé et selon les initiations dans chaque famille et les garçons et les filles sont séparés. Et puis moi je me rappelle que dans le temps quand on nous parlait de ça comme j'adore protester et poser des questions, j'étais là, je posais des questions. Ah oui, mais nous, on va faire ça pour le plaisir de nous, pour le plaisir des hommes, mais qu'est-ce que les hommes, ils font, eux? Et puis, donc, on ne disait rien par rapport à ce que les hommes, ils font, eux. Et c'est plus tard que j'ai découvert que, bon, il y a une éducation parallèle, en fait, par rapport... Oui. Donc, c'est ça que vous conseillez aux gens pour l'avenir? Pour l'avenir, en fait, c'est simplement, notamment pour les kamites, hommes ou femmes, c'est simplement retourner à nos classiques, à notre tradition, à notre culture. Parce que quand on étudie notre culture, on aura peut-être l'occasion d'en reparler lors de prochaines émissions, on voit que nous, on met l'être humain en avant. Nous sommes pour la sécurité et la pérennité de la vie humaine. Nous, on ne fait pas de mal à autrui, on ne va pas exciser les femmes, on ne va pas faire ceci, du moins, ça, notre tradition l'interdit. Donc, je pense que aujourd'hui, l'Africain se comporte comme ça parce qu'il a été éduqué. Donc, on va dire que sa culture a été changée, modifiée. Donc, aujourd'hui, on vit d'après la culture eurasiatique, la culture des Arabes, la culture des Français, la culture des Anglais, etc., etc. Voilà, on est en train de se parler en français, là. C'est grave. Effectivement, c'est ça le drame. Alors que vous ne verrez jamais un Français vous parler en Kinyarwanda ou en Kikongo ou en Lingala. Deux Français en train de se parler en Kikongo, là. Vous parlez quelle langue africaine?
Le Kikongo, Uh-huh. voilà, le Kikongo, le Lingala, légèrement, le Téké, Mhm. aussi, c'est mon dialecte. Bon, Donc, j'espérais que vous parlez oui, Swahili là. Voilà pourquoi on a besoin d'une langue commune. oui, Moi, continental, effectivement. je suis toujours en train de dire qu'on devrait commencer au moins par le Swahili, vu que le Swahili est populaire dans la région des Grands Lacs, à l'est, Oui, oui, oui. dans le milieu, mais Et de bon, toutes les façons, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Il faut oui. bien qu'on commence par quelque chose et ça devient de plus en plus urgent. Donc, par rapport à ce que je préconise, moi, c'est le retour à notre culture parce qu'elle est encore vivante. Elle est encore vivante, les gens la pratiquent. Et ce qu'il faut faire, c'est de l'institutionnaliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait dans le cadre des villages, des familles, etc., etc. Mhm. Et ce qui prime au niveau de l'État, c'est justement les coutumes du colon. Mhm. Quand on voit par exemple un pays comme le Sénégal, ils appliquent ni plus ni moins que les coutumes arabes, Mhm. tirées de l'islam. C'est un code islamique qu'ils ont là-bas, c'est pas un code sénégalais comme on peut dire. Pareil pour les autres pays d'Afrique, comme le Congo. Quand on lit la Constitution, c'est le droit civil ou le code civil, c'est le code civil napoléonien. Mhm. Donc ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Donc ce qu'il faut, c'est d'institutionnaliser nos propres pratiques, notre propre tradition. Je vois. Et Donc là, quand on parle de tout ça, on sent que c'est des choses qui se sont passées dans le passé, mais en même temps, on sent que ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. Comme dans le cas, par exemple, du Mali, où on voit des Arabes ou je sais pas, des sauvages en train d'envahir et de détruire. Euh, ça, c'est un parfait exemple que vous donnez là. Parce que l'histoire se répète, c'est la même chose. Ce qui s'est passé hier, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Parce qu'on le voit avec le Mali aujourd'hui, les barbus débarquent là, et ils imposent la charia, ils imposent leurs coutumes, ils imposent les voiles aux femmes, ils coupent les mains des gens, ils font des lapidations. Et dans quelques années, les Africains, du moins qui vont être bercés, nourris à ce biberon-là, vont se mettre à se comporter comme ça et on va dire, qu'est-ce que l'on va dire? C'est la tradition africaine, alors qu'il n'en est rien. oui. C'est Ou les pareil pour viols l'excision. Aujourd'hui, on et dit que c'est la tradition africaine, alors que ce n'est pas du tout la tradition africaine. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, du fait ouais, de l'invasion, comme on le voit, on le vit aujourd'hui au Mali. ouais. Ou les viols des femmes au Congo. Oui, effectivement, c'est la même chose. Effectivement. Parce que Parce chez nous, que la femme, on la respecte. La mère, c'était quelque chose de sacré. On ne pouvait pas, on pouvait tout faire sauf porter atteinte à la femme. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit là, de toutes les façons, qui violent les femmes au Congo, les premiers à violer les femmes, ce sont ceux qui sont censés les défendre. Donc, la fameuse, les soldats de l'ONU qui violent les femmes. ouais. Donc, c'est encore de l'extérieur que ces pratiques nous arrivent. Et puis, nous, on reproduit, parce qu'on n'a plus rien, il faut aussi le dire. On reproduit bêtement les choses et puis, voilà. Oui. Donc là, vous parlez dans votre livre, vous parlez des coupables, mais vous parlez aussi de réparation et indemnisation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par réparation, indemnisation? Mais les réparations, déjà, la première forme de réparation, c'est déjà reconnaître que cela n'est pas les mutilations génitales féminines ne sont pas une coutume africaine, Mhm. mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est ça la première forme de réparation. Elle est psychologique. Mhm. Donc c'est déjà faire comprendre à nos mères, parce qu'aujourd'hui quand on voit les Africains, là, notamment avec les propagandes des humanitaires, là, les pompiers pyromanes qui viennent dire ouais, abandonnez vos coutumes sauvages là, Mhm. on fait entrer dans la mentalité de nos mères, de nos sœurs, que ce sont les traditions africaines, donc nos propres traditions qui sont la cause de nos malheurs. Alors que Mhm. là, il faut avoir un nouveau discours. Ce n'est pas notre tradition qui est la cause de notre malheur, c'est plutôt les coutumes que les autres nous ont imposées et que nous maintenons dans notre société qui occasionnent tous ces malheurs-là. Mhm. Donc c'est ça déjà la première forme de réparation. Il faut reconnaître que ce n'est pas des affaires de chez nous. Ce sont les autres qui nous ont apporté leurs affaires
Et pour cette raison, il faut abandonner. Et d'ailleurs, ce qui maintient l'excision aujourd'hui en vigueur dans les pays africains, c'est la transmission, vu qu'on dit que c'est la coutume, c'est la tradition. Ma mère l'a fait, moi il faut que je le fasse, etc., etc. Donc là, la chaîne se maintient, vu qu'on ne peut pas abandonner sa tradition. Or maintenant, avec cette nouvelle information-là, il faut faire comprendre par la pédagogie et l'éducation, il faut faire comprendre à nos mères, à nos femmes, que ce n'est pas notre tradition et que vous n'avez plus besoin de le faire et même de le transmettre à vos filles, afin qu'elles ne le reproduisent pas sur leur propre fils. Oui. Donc c'est ça la première forme de réparation. Mais la deuxième forme de réparation pour les femmes excisées, c'est la réparation biologique, vu qu'il existe maintenant des techniques de réparation biologique, de reconstitution par exemple du clitoris. Il y a des médecins qui peuvent faire ça? Oui, il y a des médecins qui le font, même en Afrique, il y en a qui s'occupent maintenant de la question. Donc ça, cette forme de réparation, les femmes qui ont subi ce préjudice-là doivent être réparées. J'imagine que si les gens font des chirurgies pour leur nez, hein. Eh ben oui, tout est possible maintenant avec la chirurgie, on le répare et donc il faut reconstituer le sexe des femmes qui ont subi ce préjudice-là. Donc ça, c'est une autre forme de réparation. Et puis après, on peut réfléchir à diverses autres formes de réparation, telles que la réparation, les dommages et ce qu'on appelle les dommages subis par cette pratique qui nous vient de l'extérieur. Parce que les autres aussi doivent répondre de ce qui nous a amené, la violence qu'ils ont amené chez nous. Ils doivent, c'est comme l'esclavage. On demande réparation pour l'esclavage. Donc on doit ici également être en mesure de demander réparation pour ces pratiques barbares-là qui nous ont imposées. Mais ils peuvent pas réparer, ils sont trop pauvres. Ils nous envahissent parce qu'ils sont trop pauvres. Comment on peut demander à des gens si pauvres de nous réparer quoi que ce soit? Avec quoi? Ils vont nous retourner l'or qu'ils ont pillé et voilà la réparation. C'est ce qu'ils doivent faire de toutes les façons. S'ils retournent l'or, ça c'est pas la réparation, c'est le remboursement de ce qui est dû. Après, alors, ne pas venir faire l'échange chez nous gratuitement comme nos ancêtres le faisaient chez eux. Donc c'est ça, il faut réfléchir maintenant. En plus, on a des étudiants qui font du droit, des juristes. C'est maintenant à eux de réfléchir à ce qui est possible en termes de réparation. Au-delà des réparations biologiques, des réparations psychologiques, il faut maintenant réfléchir à autre chose. Et puis j'aimerais redire quand même quelque chose parce que quand on voit ce qui se passe autour de l'excision de nos jours, notamment au niveau des organisations internationales, on demande aux États de faire des lois pour se prononcer contre ces mutilations génitales. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'il ne suffit pas de faire des lois pour interdire quelque chose, une pratique. Il faut éduquer également la population pour qu'ils respectent l'esprit de ces lois-là. Donc, dire qu'on va faire des lois pour interdire, c'est un début, mais c'est pas grand-chose. Ouais. Il faut éduquer les hommes, surtout les hommes, parce que ce sont les hommes qui sont plus attirés par le mode de production eurasiatique, qui met l'homme en avant, qui privilégie le pouvoir de l'homme sur la femme. Ça, mais est-ce que l'excision de la femme, c'est mauvais pour l'homme non plus, parce que après l'homme il n'a pas de plaisir avec la femme qui n'a pas de plaisir. C'est mauvais pour l'homme, ça je sais pas, mais je dirais plus que c'est plus mauvais pour la femme parce que la femme là elle n'a aucun plaisir, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les dommages qu'il y a derrière. Mais c'est pas justement si la femme n'a aucun plaisir, comment est-ce que l'homme lui aura un plaisir? L'homme, lui, c'est pas trop son problème parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de pénétrer, d'éjaculer et de ressortir de là. Comme on dit, il prend son pied et puis c'est tout. Alors que ce n'est pas ça une relation. Ce n'est pas ça c'est pas ça une relation. Wow. Parce qu'on nous a éduqués, il faut comprendre qu'on a éduqué l'homme aujourd'hui pour se comporter comme une brute. Et la brute, elle vient, elle prend son pied et puis ça s'arrête là. Mais alors, c'est quoi l'utilité des bonnes relations sexuelles? Là, c'est ce qu'on va parler alors.
pour voir c'est quoi la différence entre cette façon brute de faire les choses et la bonne façon de faire les choses. C'est quoi alors l'utilité d'avoir des femmes non excisées et des hommes non bruts qui ont des bons rapports sexuels? Mais c'est déjà, on va dire, ce qu'on peut appeler la paix sociale, qui commence par la famille. Parce que quand vous avez des tensions dans la famille, il ne peut pas y avoir de prospérité. Quand la femme est soumise, il ne peut pas y avoir de prospérité parce que c'est le maillon fort de la société que vous mettez de côté. Voilà déjà l'une des raisons principales même qui couronnent le tout. Donc quand vous excisez la femme, elle est handicapée, elle ne peut rien faire de valable, elle ne peut même pas vous donner du plaisir sexuel. Donc voilà l'une des raisons les plus valables pour dire non à cela. C'est grave, hein? Donc là, en fait, toute la frustration sociale dans la société, même par rapport à l'homme africain et tout ce trouble social, toutes ces guerres, ça peut être relié tout ça. Ah oui, non, c'est pas que ça peut être relié, c'est relié. Parce que la mère, elle, quand elle enfante, par exemple, imaginons qu'elle est enceinte, excisée enceinte, quand elle accouche, elle a des douleurs. Quand elle fait des rapports avec son mari, quand elle a des rapports sexuels avec son mari, elle le fait dans la douleur. Quand elle accouche, elle enfante dans la douleur. Il y a non seulement la douleur de l'accouchement, mais la douleur due également à l'excision. Alors, ce petit jeune homme-là qui va naître, comment sa mère va le prendre? Pour un sauvage, on sait, je mets au monde un sauvage qui va être, demain lui, il va exciser d'autres filles, et puis bon voilà, il va sortir avec une femme excisée. Donc, il y a déjà, au niveau de la famille même, des tensions qui naissent. Et ces tensions-là se répercutent sur la société. Donc, c'est ce qui crée justement des conflits, des guerres, etc., etc. Et c'est ce qui emmène justement au féminisme. Le féminisme, c'est quoi? Ce n'est pas la réclamation des droits, c'est la violence de l'homme contre la femme et de la femme contre l'homme. C'est ça l'histoire. Quand nos sœurs, par exemple, ou nos mères disent qu'elles font féminisme ou qu'elles veulent faire du féminisme, c'est une fausse histoire. Ça, c'est l'histoire des femmes eurasiatiques qui n'ont jamais eu des droits. C'est pourquoi nous parlons plus de réhabilitation de la femme dans ses droits ancestraux. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà des droits, donc il faut remettre ces droits-là. Alors que le féminisme, c'est le combat de la femme européenne contre son mari qui ne lui a jamais donné aucun droit. Donc elle se bat pour avoir des droits. Oui, et parlant des sociétés très violentes et très excisées, je pense au cas de la Somalie, où c'est une pratique assez courante d'exciser les femmes. Et donc, on voit la violence qui existe de la part des hommes et une société qui ne fonctionne pas depuis très très longtemps, quoi. Mais ça, c'est sûr, oui. Mais ça, c'est ni plus ni moins que les séquelles des mutilations génitales féminines qui se répercutent au niveau social. Et même quand on voit en Europe, par exemple, tant que la femme était soumise, elle est toujours de toutes les façons, mais pas autant qu'avant. Mais tant qu'elle était soumise, qu'est-ce qui se passait? C'était la violence tout le temps. C'était des guerres tout le temps. Les croisades, les guerres mondiales, etc., etc. Donc c'est la même chose, le même schéma que l'on retrouve en Afrique. Quand on voit les sociétés dans lesquelles les femmes sont excisées, c'est des tensions tout le temps, c'est des guerres, c'est de la violence. Et il n'y a pas que l'excision. Par exemple, au Congo, où on voit que les femmes sont violées pendant les guerres et autres. Ça crée des tensions. Dans la société, la société est au point mort, n'avance pas. Il n'y a plus de production et plus rien ne se fait. Donc ça, ce sont les conséquences des tensions qui peuvent exister entre l'homme et la femme. C'est pourquoi chez nous, dans la culture africaine, on faisait tout pour qu'il n'y ait aucune tension entre l'homme et la femme. C'est pourquoi le professeur Cheikh Anta Diop définit par exemple le matriarcat comme étant une société dans laquelle il y a une harmonie entre l'homme et la femme. Et ça se fait dans la complémentarité et non pas dans l'égalité, comme on dit aujourd'hui, les femmes veulent être égales à l'homme. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Et nous, on parlait de complémentarité. Alors, qu'est-ce que il nous reste que quelques minutes. Qu'est-ce que vous proposez alors comme chemin
pour l'avenir, pour sortir justement du cercle vicieux, euh, pour briser le cercle et avoir un meilleur avenir? En fait, pour avoir un meilleur avenir, il faut savoir que l'Africain, le Kamite, est le guide de l'humanité. Mhm. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais pas que ça. L'Afrique est le berceau de la civilisation. L'Afrique est le berceau de tout ce qui est de plus valable que l'être humain ait fait. Des origines à nos jours d'ailleurs. Mhm. Donc, la moindre des choses à faire, ce serait de chercher à savoir, quand on décrit par exemple notre société et nos principes, nos valeurs, notamment la maths, la justice et autres, l'Ubuntu, ce sont des principes de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Mhm. Donc je pense que pour un meilleur vivre ensemble, il faudrait que l'on jette un coup d'œil sur ce que ont fait et produit nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons plus prendre ce qu'ont fait les autres, et qui d'ailleurs ne marche pas, on le voit, Mhm. et on délaisse ce que nos ancêtres ont produit et qui ont fait preuve de leur efficacité sur le long terme. Ah, Quand on voit par exemple le cas de l'Égypte, il n'y a aucun royaume, il n'y a aucun État eurasiatique qui a fait plus de 3000 ans d'existence. mhm. Alors que chez nous, Donc, c'est plus de 3, plus de 5, c'est sur le long terme. oui, Ça veut dire que nous avions des principes de l'humanisme kamite qui permettaient cette cohésion sociale, cette cohésion politique, etc. etc. Donc je oui, pense qu'il est temps que les kamites commencent à retourner à leurs valeurs ancestrales et à étudier leur propre mode de production, leur propre tradition, et à savoir ce qu'ils peuvent tirer de là pour construire un monde meilleur. oui, Et il y a également excellent. autre chose. Donc Euh, ça, c'est un premier volet. Le second volet, c'est étudier, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas, ça. On n'étudie pas les sociétés des autres. Il mhm. faut étudier les coutumes des autres dans la profondeur, dans le cœur même de la chose. Comment ils se comportent chez eux. Quels sont leurs mythes fondateurs. Pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils soumettent la femme. Pourquoi, etc. Ça, on ne le fait pas. Mhm. On se contente de prendre ce qui semble être beau chez eux, bon, droit de l'homme, ils ont dit ça, et puis on croit que ça s'arrête là. Ils parlent de droit de l'homme et ils vont faire la guerre derrière. Donc nous, ça ne nous interpelle pas aujourd'hui. Alors Ah, que nous devons étudier également les autres. oui. Alors ça nous amène, on est presque arrivé à la fin, mais vous avez plusieurs ouvrages justement, vous n'avez pas qu'un seul livre. Un autre livre de vous qui est très intéressant, c'est Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Mhm. Ben, en fait, dans ce livre, justement, bon, je parlais de mode de production, j'ai étudié en fait la société, le système social fondamental eurasiatique de façon générale, Mhm. et qui sous-tend le principe de l'esclavage, du despotisme et de l'impérialisme. Quand on parle par exemple de noir, ce terme noir-là ne désigne pas le kamite. Le terme noir, on se rend compte qu'il désigne l'esclave en fait. C'est un terme qui a été inventé pour qualifier l'esclave, le Le serf, noir. voilà, celui qui est soumis à un maître. Donc Donc tu là, as, on est tu as noir. beau être blanc de peau, comme on dit aujourd'hui, tu es Uh-huh. appelé noir parce que tu es soumis à un maître. Et le mot blanc, le terme blanc, lui, il qualifie le maître, justement. Ah oui, hein? Donc, voilà, donc c'est une fois que l'Africain va être mis en esclavage qu'on va l'appeler noir, l'associer au terme de noir. Alors que l'Africain, dans aucune langue africaine, on désigne l'être humain par la couleur de sa peau. Oui. Donc en fait, l'ouvrage, le but de l'ouvrage, c'est de démontrer justement la supercherie au niveau du vocabulaire de la plantation que nous utilisons actuellement. Et par la même occasion, on étudie le mode de production eurasiatique, l'esclavage, etc., etc. Donc là, tout simplement appeler quelqu'un en blanc, c'est déjà l'appeler maître. C'est maître, oui, voilà. Et l'appeler noir, c'est l'appeler esclave. Et ceux qu'ils appelaient les rouges, d'après leur cosmogonie, c'était ceux qui allaient à la guerre. Donc c'était les guerriers, les soldats. Ah ouais. Donc Donc ils avaient là, des dons blancs, noirs et rouges. Obama, le Fondamentalement. premier président noir des États-Unis, là. Ben, c'est donc Obama, le premier président esclave des États-Unis.
Ça lui décrit parfaitement. Ça, c'est clair. Aïe, 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 aïe. Alors, comment est-ce que les gens peuvent vous joindre? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites comme activité pour instruire les gens? Et comment est-ce que les gens peuvent se procurer vos autres ouvrages et celui-là? Déjà, en passant par notre site internet, donc oum-messout.com, donc UHEM, trait d'union, MESUT.com. Donc ça, c'est notre site internet. Et sinon, au Canada, au niveau du Canada, nous sommes diffusés par la librairie Pilicat. Et sinon, c'est en passant par nous en France et en Martinique, nous sommes également diffusés par des librairies ici. Donc, voilà comment on peut nous contacter. Et sinon, ce que nous faisons énormément de travaux, énormément de documents qui sont libres d'accès sur Internet, à partir de notre site Internet notamment. Oui, pour vraiment. Voir ce que nous faisons comme activité. Vraiment, merci d'avoir été avec nous. Vous faites du très bon boulot, Ouhem Messout, tout le groupe Ouhem Messout. Et vous avez plusieurs ouvrages et vous êtes comme des rouges en fait. Vous êtes des guerriers, quoi. Vous êtes sur. Nous sommes le tout, sauf les noirs. Vous êtes des blancs, hein? Ah, les blancs d'aujourd'hui. Ok, en tout cas, vraiment, merci d'avoir été avec nous et que ceux qui ont le temps écoutent et vous suivent et surtout ceux qui veulent s'instruire, sortir de la misère en fait. Effectivement. J'aimerais surtout vous remercier pour l'invitation, pour l'accueil et à vous et à toute votre équipe et aux auditeurs aussi. Merci. Hein. Nous, on a pensé que c'est le moyen le plus rapide de communiquer l'information, la radio, en attendant de construire nos propres écoles. Comme vous avez dit qu'à l'école, on reçoit la mauvaise éducation. Hein. Alors, ça c'est clair. Oui. Alors, auriez-vous un dernier commentaire par rapport au sujet ou à quoi que ce soit avant qu'on vous laisse partir? Par rapport au sujet, c'est simplement de rappeler à toutes les institutions qui militent contre l'excision, à toutes nos mères, à toutes nos sœurs qui sont victimes de cela, que là, nous apportons une solution, nous proposons une solution qui est concrète, parce que très souvent on se pose la question des origines de l'excision, d'où ça vient, pourquoi on le fait, et on a très peu de réponses là-dessus. Oui. Et dans notre ouvrage, nous apportons ces réponses-là. Oui. Et nous disons ce qu'il faut faire pour éviter cela, notamment au niveau de l'étude de la condition sociale de la femme. Donc, j'invite tout simplement toutes ces institutions et nos mères, nos sœurs de s'imprégner maintenant de ce nouveau discours et de s'en servir pour opposer toute forme de prédation qui souhaiterait maintenant les exciser. Oui. Donc, de s'en servir comme une arme tout simplement pour se défendre contre les prédateurs. Excellent, excellent. Et puis, pour ceux qui voudraient connaître le contraire de l'excision, ils n'ont qu'à me contacter en privé. Parce que chez nous, le contraire de l'excision, c'est le ngukuna. C'est les pratiques qui se transmettent en privé et en secret selon les rites ancestrales. Donc, on ne vous transmettra pas ça gratuitement à la radio. Mais en secret et en privé, on peut vous transmettre la culture. Effectivement. Alors, merci cher frère Amouna Gonimba de la France et merci pour la femme kémite que vous avez et que la renaissance se fasse. Alors, nous vous souhaitons une très bonne nuit en fait pour vous. Ah oui. Merci à vous et bonne soirée à vous aussi. Okay. Je crois que c'est la soirée là-bas. Oui. Oui. All right. À bientôt alors. Oh, à bientôt. Au plaisir. Merci.
All right, my international people, merci de nous avoir suivis, merci d'être avec nous. Donc, voilà l'information, voilà la connaissance. Après ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Merci d'avoir été avec nous en français ou en anglais et dans d'autres langues que plus tard. Ben, merci. On est là avec vous chaque semaine. Luizuachu de Vancouver. Muramutye, Murotimana, Mugirire byiza.